Dans cette capsule, nous allons parler de l'érosion. La chaîne hercynienne est une chaîne de montagnes très importante qui s'est formée entre 400 et 300 millions d'années. Elle recouvrait une grande partie de l'Europe allant de la Bretagne jusqu'aux Carpates. On estime que cette chaîne de montagnes devait avoir une altitude maximale de 9000 mètres. 300 millions d'années plus tard, en Bretagne, voilà le paysage que nous pouvons observer, avec une altitude maximale au mont d'Arrée de 385 mètres. On voit donc que, pendant cette période, le relief a complètement disparu. Cette disparition du relief est liée à l'érosion. Donc c'est ce que nous allons voir ici. Voilà le travail que vous avez à effectuer. Donc l'érosion, c'est l'ensemble des phénomènes qui vont enlever en intégralité ou en partie les terrains, c'est-à-dire les roches présentes, et qui vont donc modifier le relief. Pour que les roches puissent être arrachées, enlevées, il va falloir d'abord qu'elles soient altérées, donc qu'elles soient transformées en ce qu'on appelle des sédiments. Et l'érosion, proprement parlé, c'est l'arrachement de ces sédiments depuis le lieu où ils ont été produits et leur transport plus loin vers ce qu'on appelle des bassins sédimentaires. Nous allons donc commencer par étudier les différents modes d'altération des roches et ensuite nous verrons comment les sédiments peuvent être érodés et transportés. L'altération des roches, c'est un ensemble de mécanismes à la fois physiques et chimiques qui vont transformer une roche saine en sédiments. Alors les sédiments, ce sont des particules, des grains de sable, des petits graviers. Ce sont soit des ions solubles, ou alors de nouveaux minéraux, comme par exemple les argiles. Nous allons commencer par l'altération physique des roches. Le premier type d'altération est de l'altération liée aux végétaux. La plupart des roches sont intensément fissurées, et ces fissures sont explorées par les racines des végétaux, qui lorsqu'elles vont grossir, vont élargir ces fissures, et donc aider à la fragmentation de la roche. On va former des sédiments, des particules plus ou moins grossières. Le deuxième type d'altération est l'altération par le gel. Elle a lieu principalement dans les chaînes de montagne à haute altitude et dans les climats froids. Lorsqu'une roche est fracturée, comme par exemple le galet qu'on vous présente ici, de l'eau va rentrer dans les fissures et va les remplir. Or, lorsque la température passe en dessous de 0 degrés Celsius, l'eau gèle. Et la glace a la propriété de prendre 9 à 10% de volume de plus que l'eau liquide. Donc par conséquent, cette eau va élargir les fissures. Au dégel, davantage d'eau va pouvoir rentrer dans la fissure, et lorsque le gel suivant va avoir lieu, eh bien il va y avoir encore augmentation du volume, et donc élargissement de la fissure, jusqu'à fracturation complète de la roche. Le troisième type d'altération physique est l'altération par les glaciers. Alors elle a lieu principalement dans les chaînes de montagne ou alors au niveau des pôles. Les glaciers sont constitués donc de glace qui se déplacent à la vitesse de quelques dizaines à quelques centaines de mètres par an. Et en se déplaçant, ces glaciers vont entraîner avec eux des blocs rocheux qui vont venir frotter sur le fond de la vallée et donc user les roches et les transformer en éléments très fins, en petits sédiments qu'on appelle la farine glaciaire. Et on va pouvoir reconnaître aussi les endroits où les glaciers sont passés à la présence de stries. Le quatrième type d'altération physique est une altération liée aux variations de température. Elle a principalement lieu dans les déserts, dans lesquels la température peut avoisiner les 40-50 degrés dans la journée et descendre très proche de 0 degré la nuit.
L'absence d'eau empêche l'altération par le gel. En revanche, les minéraux des roches sont donc soumis à ces écarts de température et, comme tout solide, sont capables de se dilater lorsque la température augmente. Or, tous les minéraux d'une roche n'ont pas le même coefficient de dilatation. Certains se dilatent plus et d'autres se dilatent moins. Ce qui fait que l'alternance des variations de température va entraîner la désagrégation de la roche. Donc, pour résumer, les principaux agents d'altération physique sont les végétaux, les contrastes thermiques et l'eau sous forme solide et liquide. Voyons maintenant l'altération chimique des roches. Commençons par les roches calcaires. Donc, nous sommes ici sur un affleurement de roches calcaires. Donc, la formule chimique du calcaire, c'est CaCO3, carbonate de calcium. On voit que cette roche calcaire est intensément fissurée. Donc, l'eau de pluie va tomber sur ces roches et s'infiltrer dans ces fissures. Regardons la composition chimique d'une eau de pluie et d'une eau qui circule dans le calcaire. On voit deux choses principales. L'eau qui circule dans le calcaire est particulièrement riche en calcium et elle s'est énormément enrichie en ions hydrogénocarbonate. En fait, l'eau dissout le calcaire selon l'équation chimique suivante. Donc le calcaire, en présence de dioxyde de carbone et d'eau, va entrer en solution et donner des ions hydrogénocarbonate et des ions calcium. L'altération chimique des roches calcaires va donner des paysages très particuliers qui sont ce qu'on appelle des paysages karstiques dans lesquels on va trouver de nombreuses grottes, des rivières souterraines. C'est ce qu'on va pouvoir trouver dans la région des Causses, dans le sud-ouest de la France. Voyons maintenant l'altération des roches siliceuses. On voit très souvent ce qu'on appelle des chaos granitiques, c'est-à-dire de grosses boules de calcaire déposées les unes sur les autres. Ces chaos sont les résultats de l'altération chimique du granit. Donc voyons comment elle se passe. Avant d'arriver au stade de chaos, on va trouver un stade intermédiaire. Ce stade intermédiaire est le suivant. On y rencontre les boules de granit, comme dans le chaos, mais elles sont entourées de ce qu'on appelle une arène granitique. Cette arène granitique, elle est composée en fait de sable et de gravier qui sont des petits morceaux de granit, mais un granit altéré. Comment se fait cette altération? Si on compare un granit sain et un granit altéré, on retrouve les mêmes minéraux, des feldspaths, de la biotite et du quartz. Mais dans le granit altéré, on voit la présence ici de minéraux supplémentaires qui sont des minéraux argileux. Eh bien en fait ces argiles proviennent de l'hydrolyse des minéraux du granit. Donc par exemple de la biotite en présence d'eau va se transformer en minéral argileux, en oxyde de fer, en sels minéraux. L'orthose aussi se transforme en minéraux argileux. Les minéraux argileux vont facilement être transportés par l'eau et donc leur formation entraîne la dislocation du granit. Donc si on résume, l'eau va pouvoir avoir plusieurs actions sur les minéraux des roches. Alors pour certains minéraux comme le quartz, elle n'a aucune action, il est quasiment inaltérable. Pour les minéraux qui sont des silicates, comme les feldspaths, les micas, l'eau va les transformer en particules argileuses et éventuellement en sels minéraux, et certaines roches vont carrément être dissoutes. Maintenant que la roche est altérée en sédiments, voyons comment elle est érodée, c'est-à-dire comment ces sédiments vont être arrachés et transportés. Un premier moyen est l'érosion et le transport par le vent. En effet, lorsque le vent est suffisamment puissant, les particules les plus fines vont pouvoir être
arrachés de leur lieu de production et être transportés plus loin jusqu'au moment où le vent sera suffisamment faible pour que les particules se déposent. Donc il restera sur le lieu d'altération que les éléments les plus grossiers. L'autre moyen de transport et d'érosion, c'est l'eau. Alors, soit sous forme liquide, soit sous forme solide dans les glaciers. Voyons comment l'eau est capable d'arracher, de transporter les sédiments. Cette capacité de l'eau à arracher, à transporter les sédiments dépend à la fois de la taille des particules et de la vitesse du courant. Donc sur ce graphique, on peut voir que si une particule d'1 millimètre est prise dans un courant de 100 cm par seconde, eh bien cette particule va pouvoir être arrachée à son lieu de production et donc être transportée plus loin. En revanche, si cette particule se retrouve à un moment où la vitesse du courant n'est que de 1 cm par seconde, eh bien cette particule ne pourra plus être transportée, il n'y aura plus suffisamment d'énergie, et donc elle se déposera. Bien, au niveau d'une rivière, la vitesse du courant n'est pas toujours la même. Donc dans les rives concaves, la vitesse du courant est plus importante que dans les rives convexes. Eh bien, les rives concaves sont souvent à pente raide, parce que à cet endroit-là, l'eau a suffisamment de force pour arracher les sédiments et les transporter plus loin, alors que dans les rives convexes, l'eau allant moins vite, les sédiments ne peuvent plus être transportés, ont tendance à se déposer. Donc les sédiments vont être transportés plus ou moins loin en fonction de leur taille et de la vitesse du courant, et vont finir par se déposer dans ce qu'on appelle des bassins sédimentaires. Et ils vont s'y accumuler sur des épaisseurs parfois considérables et former de nouvelles roches qu'on appelle des roches sédimentaires.